On parle de jumeaux numériques aujourd'hui dans Smart Tech. On va s'intéresser à ce que c'est exactement, quelles sont les technologies derrière et puis à quoi ça sert surtout. Alors grâce à deux spécialistes, deux concepteurs même de jumeaux numériques, de double numérique on peut dire. Mehdi Tayoubi, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président stratégie innovation chez Dassault Systèmes. Grâce à vous, j'ai vécu une expérience incroyable au sein d'un Notre-Dame reconstruit numériquement. Et puis vous êtes également le co-directeur de la mission Scan Pyramids. On verra des images quand même de cette expérience dans l'émission. Avec vous sur ce débat, Étienne Hermite, bonjour. Bienvenue bonjour. dans Smart Tech. Vous êtes le cofondateur d'UniquBase et vous aussi, c'est votre domaine de prédilection. Vous proposez des jumeaux numériques en fait à tous les professionnels que ça pourrait intéresser. Alors, j'avais quand même une première question. Est-ce qu'il y a une définition ou plusieurs définitions de ce qu'est un jumeau numérique ? Je crois que notre présence à tous les deux montre qu'il y a plein d'applications. Définition, attendez, on n'est pas sur les applications encore. Donc le jumeau numérique, c'est comme son nom l'indique, c'est le même objet, mais dans une autre dimension, qui est la dimension digitale. Donc, on va reproduire toutes les caractéristiques de l'objet qui sont utiles pour l'application qu'on veut en faire, que ce soit de la 3D, que ce soit de la vérification d'identité, etc., pour pouvoir rendre un service de façon digitale. Donc, des applications différentes, vous nous dites, mais une définition. Et vous, pour Mehdi, c'est pareil, vous dites la une même empreinte chose tridimensionnelle du présent qui permet aussi de simuler un certain nombre de choses pour se projeter à différents moments du temps et mettre en œuvre différents types de scénarios. Ok, parce que l'échelle d'un objet ou d'une usine. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait plusieurs définitions. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que j'ai vécu, je parlais de l'expérience au sein de Notre-Dame, j'ai vécu deux expériences qui n'ont rien à voir. D'un côté, une expérience presque cinématographique avec Éternel Notre-Dame, qui nous raconte l'histoire de Notre-Dame. On peut voyager dans une simulation numérique de Notre-Dame. Et de l'autre, vraiment, j'allais dire une visite guidée dans la structure de Notre-Dame à différentes périodes, où là, j'avais plus l'impression d'être dans un objet technique, scientifique. Ça m'a semblé être deux expériences différentes, mais même de technologies différentes. Alors, il y a des bases communes aux technologies. En l'occurrence, on utilise des technologies de 3D temps réel, qui permet en fait de naviguer au sein d'un espace virtuel. Autant Notre-Dame, on est plutôt dans une production de type restitution historique, comme un film documentaire dans lequel on va avoir... Lequel Notre-Dame Éternel Notre-Dame. Donc là, on se plonge dans un passé restitué pour raconter l'histoire de la construction de Notre-Dame, alors qu'en ce qui nous concerne, dans le jumeau virtuel de Notre-Dame de Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, on invite le public à aller sur les pas des scientifiques qui utilisent au quotidien dans cette salle nos technologies pour mieux comprendre la cathédrale. Donc j'ai envie de dire qu'on est moins grand public, mais c'est entrer dans les coulisses de la science pour comprendre comment ces technologies peuvent être utilisées par les scientifiques. Alors, pendant qu'on regarde les images de notre expérience commune, on est accompagné de Fred, qui n'est pas avec nous sur ce plateau, mais donc on voit notre représentation virtuelle dans une pièce dans laquelle nous, on est en train de découvrir Notre-Dame à différentes périodes. On se téléporte en quelque sorte à différents moments de l'histoire de Notre-Dame. Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a plusieurs niveaux technologiques qu'on peut offrir pour vivre des expériences en fonction des besoins des clients ? Oui, absolument. Nous, par exemple, on utilise la technologie du jumeau numérique pour faire des passeports digitaux, c'est-à-dire pour donner une identité digitale à des objets physiques qui ont de la valeur. Alors expliquez-nous. Donnez-nous un exemple concret. Donc une œuvre d'art, un tableau ou une sculpture ou ce que vous voulez, une bouteille de vin. C'est un objet physique qui a de la valeur et qui dure longtemps et qui peut faire l'objet de plusieurs transactions. Si c'est un meuble, il peut être rénové, il peut être réparé. Nous allons créer le passeport digital de l'objet avec un enjeu de créer... Alors là, qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Donc là, par exemple, on voit quelqu'un qui vérifie que ce sofa, ce meuble, correspond bien à celui dont il a le passeport digital. Et donc, ça permet d'authentifier un objet. Et donc, c'est un enjeu de lutte contre la contrefaçon qui est très important. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième
Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir utiliser le passeport digital, donc comme votre propre passeport, c'est-à-dire c'est un peu votre double, le passeport. Ça vous permet de prouver votre identité, ça permet d'enregistrer des événements liés à votre vie. Donc en l'occurrence des voyages, quand vous passez la douane, vous avez un tampon. Là, c'est un petit peu la même chose. L'objet, il va changer de main, il va être revendu, il va être réparé, il va être assuré. Et bien en fait, le passeport digital va permettre d'enregistrer tous ces événements et les enregistrer de façon... Mais ça, j'ai pas besoin d'un jumeau numérique pour ça. Enfin, c'est un certificat sur la blockchain, en fait. Eh ben, le passeport, oui, mais vous avez la dimension de la blockchain et vous avez et donc qui permet de créer un passeport qui est unique et qui va enregistrer, horodater des données. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de faire le lien entre l'objet physique et l'objet digital. Oui. Si le lien n'est pas établi, vous pouvez avoir 1000 passeports digitaux pour le même objet, et à ce moment-là, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de valeur. Donc il faut pouvoir démontrer que le passeport digital que vous avez est bien le passeport de l'objet. Et donc si vous prenez un certificat d'authenticité classique, vous achetez un joli tableau dans une galerie, oui. On vous donne le certificat. Qu'est-ce qui vous prouve que l'un va avec l'autre? Rien du tout. Vous avez peut-être un vrai certificat pour un faux objet, un faux certificat pour un vrai objet, ou les deux sont faux, ou les deux sont vrais. Il y a 4 possibilités. Le passeport digital, il permet d'établir le lien unique et bijectif entre les deux. Il y a un objet physique qui est unique, même si c'est un meuble qui a été fait. Donc on a une représentation virtuelle de l'objet qu'on possède, plus un certificat numérique, c'est ça qui est lié. Ok, alors ça fait une application. Une autre application, parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'images là de Notre-Dame. On a vu que le début, où on se balade dans les scènes, on n'a pas vu Notre-Dame. Donc on va les voir, j'imagine. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'expérience à ST de l'architecture, c'est que qu'on voit Notre-Dame avant l'incendie. On la voit juste après également. Et là, vous nous dites en fait cet objet numérique, il est très utile aux scientifiques. Tout à fait, il est absolument utile aux scientifiques dans la mesure où ce sont des empreintes de la réalité. On n'est pas dans une restitution faite par un graphiste, on est sur des technologies en fait de prise d'empreintes tridimensionnelles qui vont être faites soit par photogrammétrie. Donc là, on voit la toiture. Absolument. Là, on est sur un mix de données entre de la photogrammétrie pour l'extrado des voûtes au-dessus et en dessous, en fait, une prise de données 3D par LIDAR, donc par prise de mesure laser. Et donc, le mix des deux permet d'avoir en fait cette scène qui peut être étudiée à l'échelle grandeur nature, c'est-à-dire que les scientifiques peuvent se déplacer sur les voûtes, par exemple, valider des hypothèses de placement de vestiges de bois, puisqu'il faut savoir que très peu de personnes ont pu accéder à la cathédrale dans cet état-là. Et oui. Et en revanche, les vestiges, eux, sont consultés, peuvent être consultés dans le dépôt où ils sont stockés. Quand on analyse le bois, souvent c'est une analyse destructive. Donc la seule empreinte du vestige qui peut rester, c'est sa copie numérique au moment où il a été scanné. Oui. Et donc ça a permis notamment au groupe de travail qui étudie le bois de venir ici dans notre téléport à la Cité de l'Architecture et pouvoir comparer des avant-après dans des empreintes tridimensionnelles temporelles de la cathédrale. Ouais, c'est un peu bizarre, on voit parler en deux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez par exemple des poutres, le visiteur, comme le scientifique, peut manipuler finalement des objets, comme si c'était des objets réels, à travers un petit boîtier qui sert de projecteur. On a un petit boîtier, exactement, qui est traqué au même titre que les utilisateurs dans l'espace dans lequel on déambule. Et à ce ou ces boîtiers, on peut associer n'importe quel type d'objet virtuel qui a été scanné. Alors pour le grand public, on leur fait manipuler un vestige de poutre, oui. Mais les scientifiques ont manipulé des claveaux, des pierres, des choses qui pèsent dans la réalité très très lourd. Et quand on a besoin, par exemple, de comprendre la configuration de vestiges en pierre qui ont été trouvés pour pouvoir les réassembler, c'est beaucoup plus simple de le faire à l'échelle 1 à plusieurs dans le téléport et de manipuler des objets qui, pour certains, sont extrêmement lourds. Et est-ce que c'est du fait de cet incendie dramatique à Notre-Dame qu'on s'est aperçu de l'utilité des jumeaux numériques pour la sauvegarde du patrimoine, les grandes reconstructions, ou c'était déjà une application qu'on avait en tête ? Alors, assez systématiquement, quand un monument historique doit être restauré, des campagnes de scan sont menées. Et effectivement, pour Notre-Dame de Paris, la première question qui s'est posée après l'incendie, c'était de savoir s'il y avait des données 3D, des scans qui avaient été effectués
avant l'incendie pour avoir un point de repère et pouvoir ensuite mesurer les écarts, opérer un certain nombre de simulations et accompagner le chantier de restauration. Coup de chance, la réponse était oui. Et la réponse était oui, puisqu'un historien de l'art avait scanné Notre-Dame dans les années 2012. Sur les applications, alors vous nous avez expliqué comment ce jumeau numérique peut aussi nous servir de représentation de nos biens, finalement. Et c'est quelque chose qui intéresse les huissiers de justice, si j'ai bien compris. Ils s'en sont emparés. Oui, alors ça intéresse les huissiers de justice, qui s'appellent maintenant les commissaires de justice, puisqu'ils sont fusionnés avec la profession de commissaire-priseur judiciaire. Et effectivement, ils ont des interactions avec ils sont amenés à faire des inventaires, à faire des ventes, et donc ils peuvent utiliser notre technologie dans le cadre de leurs inventaires pour manipuler des objets physiques qui deviennent des objets digitaux, et à partir du moment où ça devient des C'est-à-dire que les objets qui sont vendus aux enchères sont sont accompagnés, sont numérisés, sont accompagnés de passeports digitaux, et donc vous créez ce passeport qui a vocation à être perpétuel et qui va peu à peu accumuler des informations sur l'objet. Qu'est-ce que ça change pour des ventes aux enchères? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que on puisse acheter sans plus jamais voir le produit réel. Alors oui, les enchères seraient entièrement virtuelles. Alors elles sont déjà pas mal virtuelles parce qu'en réalité une part grandissante des ventes, y compris des ventes aux enchères, se fait à distance, et les acheteurs ne se déplacent plus vraiment, ou beaucoup moins en tout cas. Les objets sont déplacés encore. Alors les objets sont encore déplacés. D'ailleurs ça coûte très cher, et demain on pourrait tout à fait éviter ça. Ouais. On pourrait faire des ventes aux enchères sur le métaverse pour pouvoir appréhender les objets, les simuler chez soi, etc. Il commence à y avoir des initiatives pour ça. Et donc en fait, à partir du moment où vous avez le double digital d'un objet, vous pouvez imaginer plein d'applications autour de ça. Donc ça veut dire quoi? Créer de nouveaux business peut-être? Il y a plein de business à créer. Il y en a qui, si vous voulez, l'intérêt immédiat, c'est lutter contre la contrefaçon, et qui est un énorme sujet, augmenter la confiance dans les transactions, dans les places de marché, parce que c'est un business qui explose, les ventes de seconde main, et en fait, à partir d'un certain montant, une certaine valeur d'objet, les acheteurs, il y a une asymétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur, et la peur de la contrefaçon fait que c'est difficile d'acheter des objets au-delà d'une certaine valeur. Il y a un problème de confiance et de traçabilité et d'authenticité. Vous pouvez acheter des services depuis le jumeau numérique. Voilà. Et demain, il y a plein d'autres applications. Il y a les applications de métaverse, et il y a aussi des applications peut-être demain, c'est pas encore le cas, financière, c'est-à-dire qu'en fait le changement de propriété se fasse par le jumeau numérique plutôt que par l'objet physique, et que le changement de wallet, de portefeuille du jumeau numérique entraîne le changement du titre de propriété, vous voyez, ou même on peut imaginer la titrisation d'objets physiques qui se fasse via le jumeau numérique. Bon, ça on ne vivra plus que dans un monde virtuel là. Et en termes de technologie, parce que là ce sont plus finalement des freins d'usage peut-être qui se présentent à nous. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer dans cette étape 100% virtualisée? Mais est-ce qu'il y a des freins encore technologiques? Parce que ce qu'on voit dans les images de jumeaux numériques, c'est déjà très impressionnant en matière de précision. Est-ce qu'il y a encore des freins? Peut-être des freins économiques aussi? Alors, en ce qui concerne la réalité virtuelle, ce qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'était de faciliter la création de scénarios de collaboration immersifs. Donc le principal frein, c'est qu'aujourd'hui, il faut maîtriser des techniques de modélisation, de création de modèles, de développement 3D pour pouvoir créer souvent des scénarios de réalité virtuelle. Et en fait, on s'est attaché, dans le laboratoire installé à la Cité de l'Architecture, notre téléport, à faciliter la création de scénarios. Et l'idée était avant tout de mettre à disposition notre logiciel qui fonctionne aussi facilement qu'un logiciel bureautique, le mettre à disposition des scientifiques pour qu'ils puissent le plus simplement possible venir avec leurs données, créer leur scénario de collaboration, leur scénario de questionnement, faire venir leurs pairs, et puis ensuite dérouler leur visite en tant que médiateur. Alors, quand le grand public est accueilli, on a un guide conférencier qui lui anime les sessions. Ce sont des petits groupes de 6 personnes. Mais le principal objectif, c'est de faciliter cette collaboration immersive et la création
de contenu par des non-experts. Donc c'est la prise en main aujourd'hui qu'on cherche à développer technologiquement. Comment vous voyez les choses évoluer ? C'est la création de contenu, faciliter la création de contenu et la création de scénarios immersifs. Et technologiquement, comment vous voyez les choses évoluer ? Parce que ce sont quand même des technologies lourdes, qui coûtent cher, qui demandent de la puissance de calcul, du temps. Alors, ce sont des technologies dont le prix baisse énormément. Si je prends un cave, c'est-à-dire une salle de réalité virtuelle, il y a 20 ans, c'était des investissements d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on parle d'ordinateurs avec des cartes graphiques 3D standards, comme celles qu'utilisent les joueurs. De nombreux constructeurs se sont lancés aujourd'hui dans la fabrication de casques de réalité virtuelle. On fait le pari de la réalité virtuelle. L'avantage, c'est que nous, on est dans le logiciel, donc on est agnostique en termes de hardware, et on voit d'un bon œil, en fait, la baisse des coûts du point de vue du hardware. Et la question est de savoir comment motoriser, en fait, ces nouveaux matériaux qui arrivent avec des logiciels de plus en plus simples à utiliser. Parce que j'ai pas dit, il y a aussi le sac à dos qu'on porte encore. Bientôt, on n'aura plus de sac à dos, voilà. Par exemple. Typiquement, il y a des choses qui évoluent quand même Exactement. technologiquement. Ça va très très vite, d'où l'intérêt de travailler en permanence sur des cas d'usage et de faire, en fait, de régler les problématiques de la roadmap du produit par les cas d'usage et s'adapter au fur et à mesure au nouveau hardware qui sort. Donc on doit encore convaincre quand même sur ces jumeaux numériques, sur expliquer quels sont les usages finalement qu'on peut en faire, comment professionnellement on peut s'en emparer. Oui, absolument. J'ajouterais sur la partie technologique qu'avec les téléphones aujourd'hui, donc maintenant les téléphones commencent à embarquer des lidars, vous avez la possibilité, donc des scanners, oui. Vous avez, nous par exemple, on a développé un algorithme qui utilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer à partir de 2 photos de référence qui sont faites avec un smartphone. On va prendre 2 photos de vérification d'un objet pour voir si c'est le même ou pas. Et avec cet algorithme, en quelques secondes, il va chercher en fait des points de singularité. Donc par exemple, dans un objet en cuir ou dans un document ou dans une peinture, vous allez avoir des singularités qui font que même si c'est par exemple 2 photos qui sont supposées être exactement les mêmes, en fait c'est pas exactement les mêmes. Et en quelques secondes vous avez la réponse. Donc il y a plein de verrous technologiques qui sont levés par la performance des téléphones, par l'intelligence artificielle, par la possibilité de faire des calculs du cloud computing de façon pas si chère que ça. Et donc les verrous sont quand même en train d'être levés. Après, il y a des questions d'usage. Merci beaucoup. Voilà, on en est aux usages. J'espère qu'on aura permis d'en découvrir quelques-uns. Merci Mehdi Tayidi d'être venu dans Smart Tech de Dassault Systèmes et Étienne Hermite de Unique Base. Allez, à suivre, on va parler des filles dans la science.